Donc le sujet qui a fait parler tout le monde actuellement, c'est la rhinopneumonie. Je pense que vous avez dû entendre parler qu'il y a eu des foyers de rhinopneumonie, et particulièrement de rhinopneumonie nerveuse récemment, et particulièrement dans la région. Donc dans un premier temps, je voulais d'abord envoyer toutes mes pensées aux centres équestres qui ont été victimes de cette maladie, parce que c'est vraiment très dur à supporter. Vous avez des animaux qui peuvent mourir, et ensuite sur le plan économique, c'est également dur à supporter. Et puis ensuite, la deuxième chose, je voudrais vraiment remercier les organisateurs du salon, parce que très en amont, on a commencé à leur dire qu'il faudrait prendre des précautions particulières. Et ils nous ont écoutés. Et on est toujours content en tant que vétérinaire quand les gens nous écoutent, parce que de toute façon, on fait pas ça pour embêter les gens, mais on fait ça pour le bien-être des chevaux et éviter la dissémination des maladies contagieuses au niveau des chevaux, et surtout pour ne pas casser toute la filière équine par des arrêts, par des tas de choses qui peuvent arriver. Et donc, les organisateurs nous ont vraiment écoutés, et petit à petit, ils ont supprimé certaines animations, et vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas toutes les animations qui étaient prévues au départ. Je m'en excuse, c'est ma faute. c'est que on leur a dit que c'est pas raisonnable de le faire. Ils nous ont vraiment écoutés. Donc, pour que vous compreniez bien pourquoi on a fait cette démarche, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la rhinopneumonie, même si vous le savez, c'est toujours informatif. Diapositive suivante. Donc, c'est une herpès virose. Il y a deux organismes qui s'appellent le RESP et l'IFCE, qui donnent des très bonnes informations sur toutes les maladies infectieuses. Donc, si vous voulez en savoir plus après la conférence, n'hésitez pas à aller sur Internet et à vous renseigner. Diapositive suivante. Donc, qu'est-ce que c'est que la rhinopneumonie? Donc, la rhinopneumonie, c'est une herpès virus. Donc, le virus, c'est un herpès. Alors, bien évidemment, il existe de très nombreuses herpès. L'herpès virus qui est impliqué, c'est EHV1 et EHV4. Alors, une chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas une zoonose. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui se transmet aux hommes. C'est une maladie qui reste contaminante chez le cheval. Donc, il n'y a aucun risque de transmission à l'homme. C'est plutôt le risque est de transmission de cheval à cheval. Et si vous regardez le petit carré en bas, vous verrez que EHV4 est plutôt respiratoire, et que la forme EHV1 et HVE1 et HVE1 est plutôt au niveau abortive et nerveuse. Mais il y a une chose qui est très importante à prendre en considération, c'est que si vous regardez la fréquence est vraiment importante au niveau respiratoire. Quand la maladie se déclare, elle est essentiellement respiratoire, mais c'est très rarissime que vous ayez des formes nerveuses. Donc c'est la raison de la panique qu'il y a eu par rapport à l'épidémie qui s'est déclenchée, parce qu'on a eu des formes nerveuses. Comme tous les herpès virus, ils ont la capacité de rester en sommeil, c'est-à-dire de rester sur un cheval qui a été contaminé, et de ne pas manifester la maladie. Par contre, à la faveur, je ne sais pas, d'un stress ou d'une baisse d'immunité, à ce moment-là, ils peuvent redéclencher la maladie. Donc, il faut bien se rappeler que actuellement, en France, on a beaucoup de chevaux qui ont déjà été contaminés par le virus de la rhinopneumonie, en particulier le virus respiratoire, donc EHV4, et donc à tout moment, ça peut se redéclencher. Diapositive suivante. L'infection, elle s'effectue ensuite, une fois que il y a un porteur sain, finalement, qui redéclenche la maladie. Elle va s'effectuer comme toutes les maladies respiratoires. Donc, tout le monde a vécu le Covid, j'imagine. Donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on lance des particules dans l'air, et ces particules vont à un autre cheval, et le cheval se contamine. Il faut quand même pas négliger que ça peut se contaminer également. Un autre cheval peut se contaminer par des objets inertes comme les poubelles, les habits d'un palefrenier, ou que nous, on peut, en caressant un cheval avec notre main, aller recontaminer un autre cheval avec notre main. Donc il y a une transmission quand même qui se fait par le milieu extérieur. Et il y a eu
études qui ont été faites, plus le milieu extérieur est mouillé, plus le virus peut être résistant à l'extérieur. Mais si le milieu extérieur n'est pas mouillé, par exemple comme nous ici, le virus il va vivre quelques heures en milieu extérieur. Mais si le milieu est mouillé, il peut vivre quelques jours. Diapositive suivante. Là, donc, je vais vous décrire les 3 formes qui existent. Donc, la forme respiratoire, la forme abortive et ensuite la forme nerveuse. Donc la forme respiratoire, c'est vraiment comme une grippe, hein. C'est-à-dire que le cheval, il fait de la température et puis ensuite, il va avoir du jetage séreux, il va tousser. Certaines fois, il peut y avoir des contaminations bactériennes. Donc le jetage séreux peut se transformer en un jetage mucopurulent. Et puis ensuite, la température va baisser, le cheval va guérir et finalement, comme toutes les viroses, vous n'avez pas besoin finalement de faire beaucoup de traitements, si ce n'est d'éviter la contamination de cheval à cheval, de surveiller la température et puis d'attendre que ça se passe. Diapositive suivante. Au niveau des signes respiratoires, quand il y a une contamination, ça apparaît à peu près entre 2 et 10 jours suite à la contamination. Par contre, il faut se rappeler que ça peut durer pas mal de temps, c'est-à-dire pendant 1-2 semaines, on dira plutôt 2 semaines, le cheval sera toujours contaminant et on verra toujours du microbe à l'extérieur. On considère, mais alors c'est toujours la même chose, c'est jamais strict à 100%, mais que généralement 3 semaines après, le cheval n'est plus contaminant. Donc quand même, quand il y a une respiratoire quelque part, on a quand même intérêt à arrêter les chevaux, déjà qu'ils ne fassent pas des complications, et ensuite à savoir qu'on doit prendre des précautions sanitaires parce qu'ils vont être contaminants pendant au moins 3 semaines. Sur la forme abortive, diapositive suivante. Donc l'avortement, il a lieu entre le 9e et 11e mois. Tous les éleveurs, je pense, sont très sensibilisés à cette maladie, parce que si jamais ça arrive dans leur élevage, c'est une vraie catastrophe. Et il faut avoir conscience que la contamination des juments peut se faire dans les 9 jours à 4 mois. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une contamination durant l'été et puis un avortement qui arrive bien plus tard. Comme c'est un herpès virus, sous un stress ou n'importe quoi, on peut manifester l'avortement. Par contre, on ne constate pas de syndrome respiratoire. La majeure partie du temps, c'est un avortement et ensuite, finalement, on met en évidence le virus sur l'avorton et donc on sait à ce moment-là que c'est la rhinopneumonie. Diapositive suivante. Et ensuite, on a la forme nerveuse. Alors, la forme nerveuse est la plus grave. C'est une inflammation de tout le système nerveux, c'est-à-dire de toute la moelle et de tous les nerfs rachiliens qui vont sortir de la moelle. Et donc, ça se traduit au début par des difficultés éventuellement à se déplacer, par des raideurs et éventuellement après par des paralysies complètes. C'est-à-dire que petit à petit, le cheval ne peut plus se supporter et donc il pourra plus se relever. Et ça va toujours de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire qu'il commence par perdre le mouvement de la queue. Donc ça, c'est un signe très important dans les prémices. C'est si la queue ne continue plus à balancer, faut vraiment faire attention. Et ensuite, il va avoir certaines fois difficulté à déféquer, difficulté à uriner, difficulté à rester en suspension sur ses postérieurs. Diapositive suivante. Donc les signes de la forme nerveuse, ils apparaissent souvent sans signe respiratoire. C'est pour ça qu'ils sont dangereux, en fait. C'est-à-dire que quand on a des signes respiratoires, on peut avoir dans la tête, ah bah oui, j'ai peut-être une forme nerveuse de la rhinopneumonie, mais généralement ça apparaît il y a d'abord de la température, donc des chevaux qui font de la température, qui font pas spécialement de signes respiratoires comme dans la forme respiratoire, et puis qui, 1 ou 2 semaines après, commencent à manifester le signe nerveux. Et là où c'est encore un petit peu vicieux, c'est quand ils manifestent leurs symptômes nerveux, certaines fois, ils baissent leur température. Donc tout le monde est content, on a une température élevée, la température baisse, et boum, on a les syndromes nerveux qui arrivent, et hop, la température remonte. Et il faut se rappeler que le virus est généralement plus contaminant dans la forme nerveuse, ce qui explique l'excès de précaution qu'on a pris sur le salon, c'est que par rapport à une forme respiratoire, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des contaminations. Diapositive suivante. Au niveau du diagnostic, je pense que tout le monde a entendu parler, parce
que c'est une PCR, merci le Covid. Donc c'est exactement comme chez nous, on fait un prélèvement, on rentre un grand coton-tige qu'on envoie le plus loin possible, et puis ensuite on envoie ça au laboratoire. Et heureusement, on a des laboratoires qui sont très performants et qui arrivent à nous dire si quel virus, en face de quel virus on a. Donc si on a un HV4, ben à la limite c'est assez cool entre guillemets, hein, mais si on a un HV1, ça commence à être dangereux. Ils vous font des réponses qui sont très rapides, donc il faut pas hésiter. Dès qu'on a des chevaux avec de la température dans un effectif, à demander à son vétérinaire, ou même en tant que vétérinaire, on le fait presque quasi systématiquement maintenant. C'est-à-dire qu'on a de la température 1-2 jours, écouvillon, et puis on voit ce qui se passe. Parce que ça a trop d'implications par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Vous avez aussi des techniques sérologiques. Quand j'ai commencé à travailler, on utilisait que les techniques sérologiques, mais les techniques sérologiques, c'est pas facile, parce que c'est quand même une image du passé, c'est-à-dire vous testez les anticorps, donc vous n'êtes jamais sûr si c'est la réalité ou pas la réalité. Donc maintenant, le test PCR, c'est vraiment la base, il faut vraiment le faire, en plus c'est facile à faire. Diapositive suivante. Dans la catégorie de toutes les maladies, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, la rhinopneumonie n'est pas une maladie à déclaration officielle. C'est-à-dire que le gouvernement et la législation ne nous imposent pas à déclarer cette maladie. Mais en France, on a une chance, je pense que c'est une chance, oui, parce qu'on a un organisme qui s'appelle le RESP, donc qui contrôle les maladies infectieuses. Et nous, en tant que vétérinaires, on a une obligation morale, un peu plus même qu'une obligation morale, à déclarer toute maladie infectieuse au RESP. Et donc à partir de là, le RESP a catégorisé les maladies en différents degrés, donc il l'a catégorisé en catégorie 3, c'est-à-dire déclaration non obligatoire, mais gestion par les professionnels. Donc nous, vétérinaires, et vous qui avez des chevaux. Donc on a une grosse responsabilité par rapport à la diffusion de cette maladie, parce que si on est responsable et qu'on déclare vite, la maladie se propagera moins vite. Et comme on a un organisme qui répertorie très rapidement tous les foyers, on est tenu un peu au courant direct, et donc on peut prendre des décisions judicieuses. Et si je fais la comparaison avec ce qui s'est passé au Salon du Cheval, nous, dans un premier temps, on a entendu par oui-dire qu'il se passait quelque chose par la bande, on va dire. Et puis très rapidement, le RESP nous a tenu au courant. Donc très rapidement, on a mis en place des protocoles. Et puis ensuite, le RESP nous a dit attention, mais l'épidémie a tendance à se développer. Donc vous devez prendre des précautions supplémentaires. Donc ce dialogue qu'on peut avoir est très important, et c'est un dialogue entre professionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas un policier qui vient vous imposer. Bon, maintenant c'est comme ça. C'est nous qui prenons nos responsabilités. Vous en tant que professionnel et nous en tant que vétérinaire. Diapositive suivante. Au niveau du traitement de ces différentes maladies, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Je vous disais, sur la forme respiratoire, c'est d'attendre. S'il y a des complications bactériennes, éventuellement des antibiotiques, mais comme toute virose, il faut attendre et gérer les complications. Sur les avortements, eh ben, une fois que c'est fait, c'est fait. De toute façon, la jument, elle n'en a pas les conséquences. Et là où ça devient compliqué, c'est sur la forme nerveuse. Parce que sur la forme nerveuse, potentiellement, on n'a pas de traitement. Alors, il y a différentes choses qui ont été essayées, en particulier des antiviraux. Ça a été essayé beaucoup aux États-Unis, mais on ne sait pas si c'est efficace ou pas efficace. Et ce qu'il faut vraiment faire en sorte, c'est de lutter contre l'aspect inflammatoire de cette maladie pour éviter que cette myéloencéphalite, donc le développement de la maladie sur l'appareil nerveux, ne se développe pas. Et ensuite, éviter que les chevaux se couchent. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler qu'on les a pendus. C'est pas qu'on les a pendus, c'est qu'on les a suspendus pour les aider à ne pas se coucher. Et quand ils arrivent à passer la phase virale et qu'ils sont pas trop attaqués par le virus, eh ben ils peuvent s'en sortir après. Malheureusement, certains avec des séquelles, mais ils peuvent s'en sortir. Mais se rappeler quand même, parce que là on est dans un contexte où on n'entend parler que de ça, que c'est quand même rarissime. Hein. La forme nerveuse est rarissime. Mais par contre, elle est tellement stressante que quand quelqu'un a subi ça dans son effectif, il a du mal à s'en remettre. Hein. C'est agressif comme truc. Et nous, en tant que vétérinaires, moi je l'ai eu une fois, c'est vraiment, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Diapositive suivante.
Donc finalement, si on veut lutter contre cette maladie, qu'on n'ait pas de problème, que ça soit sur le plan respiratoire, parce que si c'est sur le plan respiratoire, on arrête les chevaux. Donc si on arrête les chevaux, c'est pas très grave. Finalement, ils vont s'en sortir. Mais quand vous avez soit des chevaux de course, soit des chevaux de concours, soit des centres équestres, si vous arrêtez 3 semaines de centre équestre, d'un point de vue financier, c'est quand même une grosse affaire. Donc il faut ne pas avoir de maladie respiratoire et faire en sorte qu'on n'en ait pas. Et si on lutte contre la maladie respiratoire, qu'on fait les choses bien, eh ben, on aura de fortes chances d'avoir de moins en moins de maladies ou très rarement de maladies nerveuses. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, il existe un vaccin. Donc ça, c'est une chance. On a un vaccin contre la rhinopneumonie. Le problème, c'est que ce vaccin n'est pas efficace à 100%. C'est exactement la même chose que le vaccin de la grippe pour nous. Tous les vaccins, de toute façon, qui luttent contre des formes respiratoires, sont jamais à 100%. Et ensuite, il y a une chose qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que ce n'est pas une vaccination individuelle. C'est-à-dire souvent, quand on est appelé par les propriétaires de chevaux, ils viennent faire vacciner leurs chevaux et ensuite ils sont contents parce qu'on a vacciné le cheval. Non, non, c'est vraiment, faut qu'on travaille ensemble. C'est une vaccination collective. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 80% de l'effectif qui soit vacciné et de préférence en même temps pour que vous ayez une immunité correcte. Donc, pour lutter contre la forme respiratoire, si vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs propriétaires, ou si c'est un centre équestre, il faut essayer de faire en sorte que tout le monde se vaccine ses chevaux en même temps, et pas de manière disséminée. Et ensuite, un deuxième point qui pour moi est important, c'est qu'il faut se rappeler que le vaccin va commencer à être vraiment efficace qu'au bout de la 3e injection. Donc on fait une injection 1 mois et demi après, et une injection à 6 mois, et c'est là que vous rentrez dans l'immunité. C'est là que vous avez une immunité qui est constructive et qui permet de lutter contre la maladie. Donc ça veut dire que tout animal qui normalement rentre dans un effectif, si jamais il n'est pas vacciné contre la rhinopneumonie, devrait être vacciné immédiatement pour ensuite reprendre le cycle des autres animaux. Vous comprenez le principe, hein? C'est-à-dire que si mon effectif est bien vacciné, à ce moment-là, si je rentre un autre animal, je le vaccine et finalement il va rattraper la vaccination des autres et bénéficier du fait que si plus de 80% de mon effectif est vacciné, même si 20% n'est pas vacciné, j'ai quand même une immunité. Alors cette vaccination est devenue obligatoire dans les chevaux de course et c'est une bénédiction des dieux parce qu'ils ont eu énormément de problèmes et donc ils nous diffusaient aussi la maladie et donc c'est très bien. Je pense qu'elle est aussi obligatoire sur les jeunes chevaux et je pense que ça a été une très très bonne décision. Elle est malheureusement pas obligatoire dans les concours internationaux et dans les concours nationaux et j'espère de tout cœur qu'elle va le devenir parce que la seule manière de lutter contre ça, c'est de vacciner. On n'a pas d'autre solution, mais au moins on l'a. Au moins on l'a. Hein. C'est quand même quelque chose. Et souvent j'ai des propriétaires qui me posent la question, oui, mais mon cheval a une maladie respiratoire et donc je ne peux pas le vacciner parce que si ça va provoquer ci et ça, c'est pas grave. Je vous dis, si 80% de l'effectif est vacciné ensemble, vous pouvez avoir une tolérance de 20%. Donc si vous avez des chevaux qui sont, on contre-indique la vaccination, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout l'effectif soit vacciné en même temps, de telle manière qu'il y ait une immunité. Alors, pourquoi tout l'effectif en même temps? Parce qu'à ce moment-là, vous cassez la diffusion du virus. C'est-à-dire que le virus, au lieu d'aller d'un cheval à l'autre et blablabla à toute vitesse, eh ben, le fait que vous ayez des animaux vaccinés, le virus va se disséminer beaucoup plus lentement. Donc finalement, la vie est pas trop belle pour lui. Et puis ensuite, il aura de très peu de chances de muter. Donc s'il mute, il se transforme en forme nerveuse. Donc vous aurez très 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 peu de chances à ce moment-là d'avoir des formes nerveuses. Ça ne veut pas dire que vous en aurez pas, mais vous aurez très 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 peu de chances. Diapositive suivante. Non. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, de temps en temps, il y a des foyers. Donc, même s'il y a des foyers sous forme respiratoire, il faut les prendre très au sérieux, parce que si ensuite vous disséminez au reste de la population équine, ça peut aller très très vite. Hein. Donc, quelles sont les précautions? Bon, d'abord, c'est assez logique. Hein. On a vécu le Covid tous autant les uns que les autres. Hein. Donc, on est finalement un peu des grands spécialistes maintenant de la maladie infectieuse. Donc, première chose, on isole. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a de la température,
on le met de côté. Donc comme ça, il va pas aller contaminer les autres. Deuxième chose, on arrête les mouvements de chevaux. C'est-à-dire que si on a, je sais pas, 5-6 chevaux qui ont de la température dans un effectif, c'est peut-être pas le moment de les prendre et d'aller faire un concours. C'est pas la bonne idée. Donc on arrête les mouvements. Donc finalement, on évite d'aller à l'extérieur de l'endroit où on a notre problème. Et ensuite, on contrôle les températures. Alors le contrôle de la température, c'est un problème. Parce que contrôler la température d'un cheval, c'est la température rectale. Et ça, c'est pas facile à faire, en fait, hein, qu'on le veuille ou non. Il faut se contrôler les températures de 70 chevaux dans une écurie matin et soir. C'est un vrai boulot, hein. Il y a quand même des choses qui commencent à arriver sur le marché. En particulier, il y aurait des puces maintenant qu'on peut mettre et qui permettent de contrôler la température. On n'a pas encore la validation totale de ce genre d'instrument, mais j'espère de tout cœur que ça va marcher parce que ça nous simplifierait beaucoup la vie. Parce qu'imaginez qu'on ait des puces qui nous contrôlent la température. Le contrôle de la température deviendrait quelque chose de facile, alors qu'actuellement, c'est un petit peu fastidieux. Mais même si c'est fastidieux, on n'a que ça, donc on le fait. Diapositive suivante. Donc surtout, il y a un circuit de soins, c'est-à-dire que c'est le principe de la marche en avant. Tout le monde connaît la marche en avant, hein. C'est-à-dire qu'on va toujours voir d'abord le cheval sain et enfin on finit par le cheval malade. Donc si on a un cheval qui est isolé quelque part, c'est peut-être pas le moment d'aller lui donner à manger et puis ensuite d'aller donner à manger à tout le reste de l'effectif. On commence par donner à manger aux chevaux qui sont en bon état et ensuite on va chez les chevaux qui sont malades. Et puis, comme il y a la notion d'isolement, hein, on a toujours intérêt à déléguer quelqu'un à s'occuper des malades. Donc comme ça, c'est une personne qui est déléguée, qui a des consignes particulières, qui va peut-être porter des vêtements particuliers, qui va utiliser le gel hydroalcoolique plus que les autres, et comme ça, le reste du personnel peut fonctionner normalement, et ça fait pas une affaire d'État. Donc il faut avoir un petit peu de rigueur. Et puis se rappeler quand même qu'on contamine par les cheveux, par les vêtements, par les chaussures et finalement il y a quand même quelque chose qui est assez facile à se rappeler. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos cliniques, ça s'appelle la biosécurité, hein, c'est le principe, hein. Ce qui est dangereux dans une clinique vétérinaire, et là vous vous retrouvez dans la même situation, c'est le nez, les mains et les chaussures. Nez, mains, chaussures. Donc nez du cheval, mains et chaussures. Donc ça, faut y faire attention. Et par exemple, si vous avez un cheval qui a craché toute la journée devant sa porte, d'accord, que vous allez patauger avec vos chaussures dans la flotte, et ben inévitablement vous emmenez avec vos chaussures le virus. Et là, vous n'allez pas mettre 3 heures pour aller de ce box qui est là-bas à ce box qui est là-bas. Donc vous commencez à avoir bien isolé, mais finalement vous n'avez pas un isolement si grand que ça. Donc mettre un pédiluve, obliger les gens à marcher dans le pédiluve, et ben finalement c'est assez simple à faire et c'est pas compliqué. Se passer les mains au gel hydroalcoolique le plus souvent possible, et surtout quand on passe d'un cheval à un autre cheval, parce qu'on a vraiment le réflexe de toucher le nez, hein. Vous regarderez, mais quand on s'approche d'un cheval, tout le temps on va leur caresser le bout du nez, alors qu'en fait on devrait se l'interdire. Non, faut pas caresser le bout du nez. Voilà, donc il faut respecter toutes ces règles. Bien évidemment, il faut désinfecter le matériel, c'est-à-dire on a du matériel qui est contaminé, mais c'est beaucoup plus intéressant de déléguer un matériel à chaque cheval, donc comme ça il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on pense bien à désinfecter les véhicules, hein, les véhicules de transport, c'est-à-dire que s'il y a un cheval qui a été transporté dans un véhicule, on pense à désinfecter. Diapositive suivante. Pour vous dire ce qui s'est passé donc au salon, parce que donc nous on n'avait pas de foyer au salon, hein, c'est bien compris, hein, on avait des foyers autour de nous. Donc quelle était la réflexion qu'on peut avoir à ce moment-là? Limiter les mouvements. Hein, donc avoir le moins de mouvements de chevaux possible. Donc nous sommes désolés, excusez-nous, mais nous avons refusé que certaines épreuves se tiennent parce qu'en fait c'était des chevaux qui venaient d'un peu partout, donc qui créaient du mouvement et qui pouvaient créer, on ne sait jamais, une contamination possible. Donc on a demandé et on a été suivis et vraiment je les remercie de tout cœur à ce qu'ils annulent des épreuves et particulièrement les épreuves où on amenait des chevaux en nombre nombreux avec leurs cavaliers de partout, quoi, hein. Ensuite, deuxième chose, il y a les chevaux qui étaient sur le salon. Donc, à un moment donné, on a dit, on va arrêter, on met plus de chevaux sur le salon.
Bon, c'est un peu excessif. Donc, on a dit non, on va pas mettre plus de chevaux sur le salon, mais on va mettre des chevaux avec des règles. C'est-à-dire que quand un cheval rentre dans le salon, il doit avoir une PCR négatif. Exactement la même chose quand vous alliez à l'étranger avec le Covid. Vous aviez le droit de prendre l'avion, mais avec votre PCR négative. Donc, on a imposé ça. Et prise de température à l'extérieur. C'est-à-dire que aucun cheval ne pouvait rentrer sans avoir son PCR négatif et sa température. Une fois qu'il est stocké, il ne doit pas se balader et croiser les autres chevaux, puisque s'il vient d'un effectif sain, on ne peut pas être sûr à 100%, même avec les PCR, même avec la température, que l'effectif d'à côté, il est pas sain. Donc on veut des passages de chevaux, si vous voulez, qui ne se croisent pas. Et ça a été assez facile à organiser, vous avez pu le remarquer. Et ensuite, sur toutes les animations où les gens venaient avec un cheval pour faire une animation et que cette animation n'était pas renouvelée, on a dit, c'est pas compliqué, ils arrivent avec leur PCR, la température, ils font leur animation, ils se sauvent. Donc comme ça, ils restent pas, ils contaminent pas. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas de contamination par les gens, bien que ici, comme c'est sec, très peu de chances qu'on fasse la contamination par les gens, mais pourquoi pas? Ça aurait pu arriver. Quelqu'un va toucher son cheval, qui a la rhinopneumonie, il vient au salon, il touche un autre cheval, pourquoi pas, hein? On peut y penser. On a imposé les barrières, hein? C'est pour ça que vous avez ces barrières. Et finalement, c'est un peu tristounet pour le salon du cheval, mais c'était la raison. Donc, on a mis en place ça. Ça a été validé, bien évidemment, par le RESP, parce que c'est notre organisme auquel on se réfère pour leur demander si c'était comme ça qu'il fallait faire. Et de toute façon, c'est un protocole qui est mis en place par la FEI de manière presque systématique lorsqu'il y a des risques de rhinopneumonie de forme respiratoire, pas forcément nerveuse. Et vous savez que si vous faites des concours internationaux, maintenant vous ne pouvez plus rentrer sur un concours international sans avoir pris la température 3 ou 4 jours avant. Et ensuite, à prendre la température au moment où on arrive sur le lieu du concours. Et vous devez remplir d'ailleurs une fiche particulière. Et nous, en tant que vétérinaire FEI, quand on accueille les chevaux, on a toutes ces fiches. Ensuite, la température est prise tout le long du concours. Et ensuite, ce qu'on a aussi demandé pour respecter la règle, c'est qu'elle est prise dans les 8 jours qui suivent le concours. Donc, si vous respectez les 8 jours qui suivent le concours, vous avez très peu de chance à ce moment-là. Même si un cheval 8 jours après peut-être commence à faire quelque chose, il n'a sûrement pas été contaminant au moment du concours. Diapositive suivante. Donc la rhinopneumonie, c'est une maladie infectieuse, vous avez bien compris. On a la chance qu'elle ressemble un peu au Covid, donc si on a les mêmes réflexes qu'avec le Covid, vaccination, limiter le mouvement et les gestes sanitaires, finalement on a quand même de grandes chances de limiter l'extension de cette maladie. Il faut se rappeler que toutes les maladies infectieuses, non seulement ont une action sur les chevaux, c'est-à-dire qu'elles rendent malades les chevaux, et même certaines fois les faire mourir, mais n'importe quelle maladie infectieuse, mais se rappeler aussi qu'elles ont une grande incidence sur l'aspect économique. C'est-à-dire que c'est les maladies infectieuses et particulièrement les maladies respiratoires qui peuvent entraîner la faillite d'un entraîneur de course ou d'un centre équestre. Donc, finalement, que tout le monde, dans le monde du cheval, prennent ses responsabilités et essayent d'avoir une vision commune face aux maladies infectieuses, tant sur les précautions, les gestes sanitaires, la vaccination. Finalement, ça bénéficie à tout un chacun, que l'on fasse du loisir ou que l'on fasse de la compétition ou qu'on fasse des courses. La vaccination, c'est la prévention, et ensuite apprendre les gestes de biosécurité. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec mes maladies infectieuses, avec la rhinopneumonie. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à ces questions. Je ne suis pas un grand spécialiste de la virologie, mais malheureusement dans ma carrière, j'ai eu les premiers cas de rhinopneumonie en Île-de-France, sous forme respiratoire, et je peux vous assurer que les formes respiratoires de l'époque, elles n'avaient rien à voir avec les formes respiratoires de maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on attend que ça se passe parce qu'on a des chevaux vaccinés. À l'époque, ça faisait que des emphysémateux. C'est-à-dire que les chevaux, ils étaient baisés après les maladies respiratoires. Et malheureusement, j'ai eu un centre équestre qui a eu la forme rhinopneumonie, et vraiment, moralement, ça a été très dur à supporter. Voilà, je vous remercie.